On peut entendre dire parfois que, soi-disant, la psychologie, c'est-à-dire la planète en signe, se transforme en événement avec l'expérience de la vie. Et qu'est-ce que c'est l'événement? Ce sont les paramètres des maisons, hein? Le maître de la maison, la planète en maison, etc. Ce sont les notions différentes. Votre psychologie, dans tous les cas, à un certain moment, va devoir s'adapter à la couche événementielle. Par exemple, Saturne est le maître de la maison 6 chez vous. Et le niveau événementiel s'en fiche de votre attitude initiale envers les employés. D'après le niveau événementiel, soit vous faites quelque chose, soit vous agissez et vous obtenez un résultat positif au final, soit vous ne jouez pas selon les règles de la couche événementielle et vous obtenez un résultat négatif. Un autre exemple, vous avez Saturne en maison 2 et en même temps vous avez Vénus en Poisson, en conjonction avec Jupiter en plus. Et vous considérez que vous devez aider tout le monde, que vous devez sauver tous financièrement. Et Saturne en maison 2 vous dit que vous ne devez donner rien à personne. Vous pouvez avoir une attitude différente envers cela. Vous pouvez le considérer comme quelque chose de juste ou pas juste. Mais si vous avez une telle formule événementielle dans votre thème, vous devez la respecter. Jouez selon elle. Donc ici, nous constatons que c'est la psychologie qui doit s'adapter à la couche événementielle, car les événements ne vont pas s'adapter à votre psychologie. Et pendant le troisième module, nous allons apprendre comment combiner la psychologie et l'événement, comment faire la synthèse. Oui, nous devons nous adapter, nous devons adapter notre psychologie aux événements, mais en même temps, nous ne pouvons pas la faire noyer totalement, complètement dans l'événement. Si vous avez beaucoup de planètes en Poisson, dans le signe de Poisson, qui se trouvent en maison 2, vous ne serez pas capable, vous ne pourriez pas renoncer totalement au signe de Poisson. Dans le cas contraire, il aura une distorsion, il aura un déséquilibre énorme et perturbant pour vous. C'est une figure semi-tendue ou semi-dissonante. La dernière fois, nous avons étudié les figures harmonieuses, le grand triangle et le bisextile, qui est en fait le triangle mineur en français, plutôt le triangle mineur, mais on peut l'appeler aussi le bisextile. Maintenant, le triangle mineur dynamique, où la voile est une configuration semi-dissonante, car elle est composée d'une opposition, d'un sextile et d'un trigone. Le sommet de la voile, c'est ce point entre le trigone et le sextile. En quoi consiste le moment intéressant en ce qui concerne les figures semi-dissonantes? Ce genre de figure commence toujours par un conflit, par la destruction, par la tension. Mais à la différence du carré en T, que nous verrons aujourd'hui plus tard, si nous surmontons cette tension dans la voile, le destin essaiera de nous aider par tous les moyens, tout de suite, d'accord? Et il va avaler ou engloutir, anéantir cette tension provoquée par l'opposition. En gros, selon le sommet de la voile, vous devez avoir au final un certain succès, mais un certain obstacle apparaît sur notre chemin. Vous le surmontez et à la fin, vous obtenez le double succès. Qu'est-ce que je dois faire pour résoudre ce conflit? Pour que ce conflit soit non seulement résolu, mais pour qu'il ait du succès, je dois me tourner vers la planète au sommet de la figure. Par exemple, en maison 9, donc quand je suis agressif, quand je suis ferme, quand je critique, quand je fais de la rédaction, quand j'enseigne, quand j'ai le statut social, quand je mène des batailles intellectuelles sur la vision du monde, quand je m'en vais dans les sujets jupitériens, quand je crée mon propre statut, quand j'établis la distance entre moi et les autres, alors ce n'est que maintenant que l'opposition sera résolue et elle me donnera la réussite et le succès selon la maison 9, dans la maison 9. Et à ce moment,
j'attirerai encore plus de nouveaux gourous, de nouveaux enseignants, j'aurai plus de statut, plus de respect, j'aurai des honneurs. Tout cela se manifestera d'une manière brillante. Toutes ces choses correspondantes à la maison 9. Remarquez que dans la configuration du cerf-volant, il y a un trigone qui se forme entre les deux sommets. Et ici, nous voyons la configuration du bissextile, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce trigone entre les deux focus du cerf-volant correspond à la base de la configuration du bissextile. Donc au final, si vous avez réalisé le premier sommet, le deuxième sommet va s'activer également et de manière assez prononcée. Hein. Et tout cela va vous amener ici, vers le sommet du bissextile. Du bissextile en tant que partie de la voile. Ceci est déjà la deuxième étape de l'interprétation du cerf-volant. C'est une nuance qu'il faut savoir ajouter. Ce sera le prolongement, la conséquence finale de la figure entière du cerf-volant. Vous devez savoir qu'il existe parfois des thèmes qui ne contiennent pas du tout de figure d'aspect. Il y a des thèmes dans lesquels on trouve plus qu'une configuration d'aspect à la fois. Hein. Et on dit que si le natif a au moins une figure d'aspect dans le thème, alors il est limité dans la marge de manœuvre, dans un certain sens, car les figures d'aspect imposent les scénarios événementiels rigides. Les gens qui n'ont pas d'aspect composé dans leur thème ont plus de libre arbitre. Ils ont plus de marge de manœuvre lors de l'utilisation, lors de la réalisation des aspects. Le carré hanté, c'est un très grand carré et par conséquent, l'aspect est très explosif, incisif, très douloureux. Sans aucun doute, il s'agit ici d'une douleur très forte. Il fait vivre beaucoup de stress. Il fait vivre la destruction complète d'une certaine zone de confort. Mais en même temps, le carré hanté donne le succès le plus puissant et le plus spectaculaire qu'un thème natal ne puisse offrir chez les configurations. Le point le plus important qui nous intéresse dans ce carré est le sommet. C'est le point entre les deux carrés, c'est-à-dire la planète que nous avons au sommet du carré hanté est a priori affligée. Même si elle a 150 trigones en même temps, même s'il a une sorte de superposition dans le thème, peu importe, elle est a priori affligée, point final. Il y a un certain problème chez l'opposition, toujours, mais en quoi consiste la différence entre le carré hanté et la voile ou le baquet? Chez ces deux dernières figures, quand nous avons résolu l'opposition, c'est tout bon. Hein? Le destin nous applaudit et se met à se faire pardonner en nous offrant des circonstances favorables, des talents événementiels, le facteur de chance active, et tout cela selon le sommet de la voile ou du baquet. Rien de la sorte ne se produit chez le carré hanté. Nous nous retrouvons dans la dynamique suivante. Vous avez résolu les problèmes de l'opposition, après quoi encore 10 autres problèmes vous tombent dessus, à leur tour correspondant au focus du carré hanté. Autrement dit, vous devez littéralement percer ce sommet, le surmonter, l'obtenir par tous les moyens, car le sommet du carré hanté est affligé. Hein. Si vous essayez de vous y rapprocher tout de suite, il y aura un énorme négatif. Par conséquent, vous devez d'abord résoudre le problème de l'opposition. Le carré hanté le plus spécifique est celui qui est dans les signes fixes. En taureau, en lion, scorpion et verseau. Ces carrés hantés sont les plus lourds, les plus difficiles à travailler et à harmoniser. Il y aura le plus de tensions accumulées justement dans ce type de la figure. Mais il y aura également le succès le plus stable et le plus solide que dans ce type de la configuration. Le carré hanté dans les signes fixes. Dans les différents types du carré hanté, ce qui change, c'est la nature de la tension. La grande croix fonctionne selon le principe suivant. La première opposition s'active
Puis la deuxième opposition s'active et tout s'effondre, hein? Tout s'écroule dans la vie. C'est-à-dire que nous interprétons la figure non selon les focus, mais nous l'interprétons selon les deux oppositions. La première opposition s'allume et elle sabote la deuxième opposition. Et il est donc indispensable de savoir faire cette synthèse, synthétiser les deux axes des maisons. Par exemple, nous avons une grande croix dans les maisons 1, 4, 7, 10. La première opposition se projette dans les maisons 4 et 10 et la deuxième sur l'axe des maisons 7 et 1. Donc, j'active l'opposition 4-10. Je fais face au problème au travail et dans la famille et cela sabote mes relations, mon initiative de l'axe des maisons 1-7. Tout commence à s'effondrer, littéralement tout. À la fois et la première maison, et la quatrième, et la septième, et la 10e. Il est indéniable que dans le carré hanté et dans la grande croix, il y a une quantité d'énergie énorme, irréelle. Surtout dans la grande croix. Il y en a beaucoup plus que chez le carré hanté, car la figure contient une énorme tension accumulée. Et oui, pour la personne, pour le natif, toute sa vie est la lutte avec cette configuration. Si selon le carré hanté, nous devons percer la situation et vraiment nous battre pour elle, alors selon la grande croix, nous sommes amenés à constamment, tout au long de notre vie, faire des actes de compromis avec le destin. En plus des actes de compromis très sérieux et très globaux. La personne ayant la grande croix ou le T carré peut être même très inerte. Mais elle peut vivre en même temps constamment beaucoup de stress et de tension dans sa vie en général, en étant en même temps complètement privée de motivation par nature, de son caractère. Mais en revanche, il y aura beaucoup de tension dans son caractère. Cela pourrait être une tension froide et calme, mais il y en aura. Hein. La personne pourrait se trouver continuellement dans un tas de problèmes. Peut-être qu'elle aimerait idéalement rester sur le canapé devant la télé, hein, mais elle n'y parvient pas, car le destin la secoue sans répit, en la jetant tantôt dans un pôle, tantôt dans un autre. Il lui arrive sans cesse quelque chose. La personne ne peut pas avoir la paix. Et quand l'homme est énergique lui-même, par nature, c'est le sujet des luminaires. Oui, c'est une configuration fort spécifique. Si dans le T carré, nous pouvons sortir de la zone de confort et oublier nous-mêmes, c'est-à-dire percer, forer la situation, et obtenir au final un méga résultat, alors ici, nous devons faire preuve d'une grande sagesse. La personne est obligée de renoncer, de sacrifier. Comme dans notre exemple, les relations dégradent selon l'axe des maisons 1-7 et la carrière s'effondre selon l'axe 4-10. Le natif doit donc choisir. Qu'est-ce qu'il doit choisir? Soit il règle le problème de la carrière, soit il s'occupe de ses relations. Il doit choisir un seul axe des domaines de la vie. En d'autres termes, il est présent à chaque fois. Un point de choix, un point de choix incessant. Il y a un moment ici que très souvent, le destin donne généralement beaucoup d'opportunités à la personne ayant la grande croix. Mais ces opportunités ne lui sont pas données pour qu'elle puisse les utiliser toutes. Mais précisément pour qu'elle sache faire les choix.